Imaginez ceci. Vous vous tenez sur un boulevard parfaitement pavé, assez large pour 8 voies de circulation. Des gratte-ciel étincelants s'élèvent vers le ciel de chaque côté. Des lampadaires intelligents clignotent efficacement au-dessus de vous. Tout ressemble au futur, à un détail près. Il n'y a personne ici. Voici Xiong'an, la ville fantôme chinoise à 93 milliards de dollars. 7 années de construction, soutenues personnellement par Xi Jinping lui-même. Ce qui devait être une vitrine du futur de l'humanité est devenu un monument aux limites du pouvoir absolu. Nous étions le 1er avril 2017. Et non, ce n'était pas un poisson d'avril. Les médias d'État chinois ont interrompu leurs programmes habituels avec une annonce surprise qui allait transformer le paysage d'une région entière. 3 comtés agricoles endormis de la province du Hebei, parmi les régions les plus pauvres de Chine, venèrent d'être choisis pour être transformés en quelque chose d'inédit. Xi Jinping lui-même avait apposé sa marque personnelle sur ce qu'il appelait une stratégie pour un nouveau millénaire. Dans un pays où la parole du dirigeant fait loi, cela signifiait tout. Là où des rizières et de petits villages parsemaient autrefois le paysage, s'élèverait une métropole couvrant 2000 km², soit près de 3 fois la taille de New York. Mais il ne s'agirait pas d'une ville ordinaire. Xiong'an serait la réponse de la Chine à la Silicon Valley, un paradis vert et une vitrine de la ville intelligente réunis en un seul lieu. Imaginez des rues intelligentes, des réseaux de transport produisant 0 émission, des bâtiments gérant eux-mêmes leur consommation d'énergie, des parcs et des espaces verts couvrant 70% de la zone urbaine. Ce serait ici que la Chine montrerait au monde à quoi ressemble l'avenir. Au moment de l'annonce, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les prix de l'immobilier dans les villages voisins n'ont pas seulement augmenté, ils ont triplé du jour au lendemain. Les investisseurs ont déferlé sur la région comme des chercheurs d'or lors d'une ruée vers l'or, désespérés de participer à ce que les médias d'État qualifiaient de « projet du millénaire ». Mais le gouvernement de Xi a rapidement agi pour mettre fin à la spéculation. Toutes les transactions immobilières ont été gelées. Il ne s'agirait pas d'un nouveau boom de développement façon Far West. Cette fois, ce serait différent. Ce serait contrôlé. Ce serait parfait. Du moins, c'était le plan. Pour comprendre pourquoi Xiong'an était si important, il faut comprendre la position de Xi Jinping dans la politique chinoise. Depuis son arrivée au pouvoir en 2012, il avait systématiquement démantelé le modèle de direction collective qui avait gouverné la Chine pendant des décennies. Il a supprimé la limitation des mandats, inscrit sa propre idéologie dans la Constitution et éliminé tous ceux qui pouvaient remettre en cause son autorité. Dans la tradition politique chinoise, chaque dirigeant doit avoir son projet emblématique, sa marque dans l'histoire. Deng Xiaoping avait Shenzhen, le village de pêcheurs qu'il a transformé en une puissance capitaliste. Jiang Zemin avait Pudong, le quartier financier étincelant de Shanghai. Xiong'an serait celui de Xi. Le symbolisme était soigneusement élaboré et impossible à manquer. Si Shenzhen représentait l'ouverture de la Chine au capitalisme dans les années 90 et Pudong montrait la puissance économique de la Chine dans les années 90, alors Xiong'an devait démontrer l'émergence de la Chine comme superpuissance technologique et environnementale sous la direction de Xi. Mais cette fois, il y avait quelque chose de différent. Les précédents mégaprojets chinois s'étaient développés de manière organique, parallèlement à la transformation économique plus large de la Chine. Xiong'an était imposé d'en haut, dans un contexte économique très différent, par un dirigeant qui s'était personnellement identifié à la réussite du projet. Dans la Chine de Xi, l'échec n'était pas seulement une option, il était impensable. Le projet réussirait parce que Xi l'avait voulu ainsi. Le problème, c'est qu'on ne construit pas une ville par la seule force de la volonté. En 2017, l'ancien modèle de croissance chinois montrait de sérieux signes de faiblesse. Pendant 3 décennies, la formule avait été simple. Construire des infrastructures, attirer des usines, exporter vers le monde entier. Cela avait permis de sortir des centaines de millions de personnes de la pauvreté et avait fait de la Chine l'atelier du monde. Mais cela avait aussi engendré d'énormes problèmes qui devenaient impossibles à ignorer. Des villes fantômes restaient vides à travers tout le pays. Les gouvernements locaux s'étaient enfoncés dans la dette en finançant des projets de construction sans fin. La destruction de l'environnement avait atteint un niveau critique. Et la bulle immobilière, moteur de la richesse de la classe moyenne, commençait à vaciller. Xi a promis un nouveau modèle. Au lieu de la quantité, il y aurait la qualité. Au lieu de la pollution, il y aurait la durabilité. Au lieu de copier, il y aurait l'innovation. Xiong'an serait le laboratoire où cette transformation serait perfectionnée. Les chiffres donnaient le vertige. L'engagement initial s'élevait à 580 milliards de dollars sur 20 ans, avec une première phase à elle seule coûtant 93 milliards de dollars, soit plus du double de ce que la Chine avait dépensé pour le barrage des 3 gorges.
Les grandes entreprises n'ont pas été invitées à participer. On leur a ordonné de le faire. Plus de 100 entreprises publiques se sont engagées à ouvrir des bureaux. Des géants de la tech comme Alibaba, Tencent et Baidu ont promis d'installer des centres de recherche. Le message était clair, il ne s'agissait pas simplement d'un projet de construction, mais d'une mission nationale. Sur le papier, avec tout cet argent et tout ce soutien politique, le projet semblait inarrêtable. Mais les plans sur le papier et la réalité économique sont deux choses très différentes. La transformation a été rapide et impitoyable. Des vergers ancestraux qui nourrissaient des familles depuis des générations ont été rasés du jour au lendemain. Des villages entiers ont disparu, leurs habitants relogés pour laisser place au progrès. Des centaines de milliers d'agriculteurs ont vu leur vie bouleversée alors que le futur s'imposait brutalement à leurs portes. La construction avançait à un rythme qui semblait défier les lois de la physique. Au plus fort du projet, plus de 200 000 ouvriers fourmillaient sur le site, travaillant jour et nuit pour concrétiser la vision de Xi. Même la pandémie de Covid-19 a à peine ralenti l'élan. En 2020, l'ossature de la ville rêvée par Xi prenait forme. Une gare à grande vitesse, capable d'accueillir 100 000 passagers par jour et plus grande que de nombreux aéroports, s'est élevée sur les anciennes terres agricoles. Des tunnels de services publics souterrains s'étendaient sur des centaines de kilomètres, transportant des câbles à fibres optiques et l'infrastructure de la ville intelligente. Un lac artificiel et un projet de restauration de zones humides ont créé une oasis verte là où se trouvaient autrefois des rizières. Les premiers bâtiments étaient de véritables prouesses architecturales. Des structures élégantes et durables, truffées de capteurs et reliées à un cerveau central qui optimiserait tout, de la circulation à la consommation d'énergie. Chaque poubelle était intelligente, chaque lampadaire était connecté. Même les routes elles-mêmes étaient équipées d'infrastructures de recharge pour les véhicules électriques qui un jour parcourraient ces boulevards immaculés. Le gouvernement a investi dans le projet comme si le coût n'avait aucune importance. En 2022, les 93 premiers milliards de dollars avaient été dépensés, créant une infrastructure qui rivalisait avec tout ce qui existait dans le monde développé. Il n'y avait qu'un seul problème. Ils avaient construit une ville, mais oublié d'y amener les habitants. Aujourd'hui, 7 ans après la grande annonce de Xi, Xiong'an offre un spectacle surréaliste. La ville existe, étincelante, moderne et pratiquement vide. La gigantesque gare à grande vitesse, présentée comme la plus grande d'Asie, fonctionne avec seulement une fraction de sa capacité prévue. Les centres commerciaux comptent plus d'employés que de clients. Les restaurants conçus pour des centaines de personnes n'en servent que quelques dizaines. Les complexes résidentiels équipés des dernières technologies de maisons intelligentes restent plongés dans l'obscurité la nuit, leurs appartements inoccupés. Les chiffres de la population demeurent flous et contestés. Alors que certaines sources officielles affirment qu'il y a plus d'1 million d'habitants, des observations indépendantes suggèrent des taux d'occupation bien plus faibles. Les journalistes qui visitent la région rapportent systématiquement les mêmes scènes surréalistes. Des infrastructures sans utilité, des équipements sans utilisateurs, une ville qui attend des habitants qui ne sont jamais venus. Ceux qui s'y rendent décrivent une atmosphère presque post-apocalyptique. Les infrastructures parfaites ne servent à personne. Des parcs impeccables restent vides. Des agents de sécurité protègent des bâtiments sans occupants. C'est comme visiter un plateau de cinéma entre deux prises. Tout semble réel, mais la vie en a été aspirée. Les relocalisations d'entreprises promises ne se sont pour la plupart jamais concrétisées. La majorité des entreprises publiques installent des bureaux symboliques, de petites structures occupées par des employés juniors, tout en gardant leur véritable siège et leur talent à Pékin. Les entreprises technologiques ont suivi le même schéma, créant de petits centres de recherche tout en maintenant leurs principales activités dans les pôles d'innovation déjà établis. 7 ans et 93 milliards de dollars plus tard, la ville modèle du futur voulue par Xi ressemble surtout à une exposition de musée coûteuse. Impressionnante à regarder, mais fondamentalement sans vie. Alors, qu'est-ce qui a pu si catastrophiquement mal tourner? L'échec de Xiong'an ne peut être attribué à un seul facteur. Il s'agit plutôt d'une tempête parfaite mêlant hubris politique, erreurs de calcul économique et incompréhension fondamentale du fonctionnement réel des villes. Premièrement, il y avait le problème de l'emplacement. Contrairement à Shenzhen, qui a bénéficié de la proximité de Hong Kong, ou à Pudong, qui s'est appuyé sur les bases commerciales existantes de Shanghai, Xiong'an ne possédait aucun avantage naturel. Elle était située dans une région relativement pauvre, sans base industrielle existante, sans grandes universités et sans atouts géographiques particuliers susceptibles d'attirer entreprises ou talents. Deuxièmement, le moment choisi ne pouvait pas être pire. Xiong'an a été lancé alors que l'économie chinoise entamait son ralentissement le plus sérieux depuis des décennies.
Le marché immobilier, qui avait alimenté une grande partie de la croissance de la Chine, a commencé à se refroidir de façon spectaculaire. La Covid-19 a frappé. Le secteur technologique a fait face à une réglementation accrue et à des pressions géopolitiques. Les entreprises qui avaient fait de grandes promesses se sont soudainement retrouvées à lutter pour leur survie. Troisièmement, les planificateurs ont totalement ignoré l'élément humain. Les villes ne sont pas simplement des ensembles de bâtiments et d'infrastructures. Ce sont des écosystèmes sociaux complexes qui se développent de façon organique sur plusieurs générations. Les professionnels de Pékin n'avaient aucune envie de déraciner leurs familles, de réseaux sociaux établis, d'écoles de qualité et d'opportunités de carrière pour s'installer dans un nouveau développement isolé, aussi avancé technologiquement soit-il. Mais le problème le plus profond était d'ordre philosophique. Xiong'an incarnait la contradiction fondamentale de la Chine moderne, une économie de marché dirigée par un contrôle politique vertical. Des villes comme Shenzhen ont réussi parce qu'elles se sont développées de manière organique, en répondant aux forces du marché et aux incitations économiques. Xiong'an a été imposé par décret politique, les considérations économiques passant au second plan derrière le symbolisme politique. On ne peut pas ordonner la naissance d'une ville, pas plus qu'on ne peut ordonner à une forêt de pousser dans un désert. Les difficultés de Xiong'an révèlent des leçons profondes sur le développement urbain à grande échelle et la planification économique qui vont bien au-delà de ce seul projet. La ville vide illustre le défi fondamental du développement dirigé d'en haut. Si les gouvernements peuvent mobiliser d'énormes ressources et construire des infrastructures impressionnantes à une vitesse remarquable, créer une véritable activité économique exige tout autre chose. On peut construire des bâtiments, mais on ne peut pas fabriquer les réseaux organiques d'entreprises, de liens sociaux et d'opportunités professionnelles qui font prospérer les villes. Le projet met en lumière une déconnexion cruciale entre la planification et les réalités du marché. Lorsque les décisions de développement sont prises principalement sur la base d'une vision stratégique plutôt qu'en fonction de la demande économique, même les infrastructures les plus sophistiquées peuvent finir par ne servir à rien. Xiong'an montre que ce qui est impressionnant sur le papier ne se traduit pas toujours par un succès dans la pratique. La situation met également en lumière des défis structurels plus larges auxquels l'économie chinoise est confrontée. Les investissements dans les infrastructures génèrent des rendements décroissants. Les gouvernements locaux peinent à faire face à l'alourdissement de leurs dettes. La croissance de la productivité ralentit et les marchés immobiliers sont confrontés à une offre excédentaire importante. Parallèlement, la transition démographique de la Chine vers une population plus âgée crée des obstacles supplémentaires pour les projets d'expansion urbaine à grande échelle. Mais peut-être plus importante encore, Xiong'an illustre comment les contraintes institutionnelles peuvent perpétuer des projets voués à l'échec. Lorsque remettre en question les grandes initiatives devient difficile au sein du système, les problèmes peuvent s'accumuler au lieu d'être résolus. Les ressources continuent d'affluer vers des projets peu performants, car les ajustements de trajectoire deviennent politiquement et organisationnellement difficiles. Cela crée un cercle vicieux coûteux où les investissements se poursuivent quels que soient les résultats, entraînant un écart de plus en plus grand entre les résultats attendus et la performance réelle, un schéma qui devient de plus en plus onéreux à maintenir avec le temps. Alors, quel avenir pour la ville fantôme de Xi? Officiellement, rien n'a changé. Les médias d'État continuent de présenter Xiong'an comme un immense succès. La construction se poursuit. Les investissements continuent d'affluer. Dans la Chine de Xi, il est impensable que le projet échoue, quelle que soit l'épreuve. 3 scénarios semblent possibles. Le premier est celui de la construction lente. Avec suffisamment de temps et un investissement massif continu, Xiong'an pourrait finir par attirer une population significative. Peut-être pas les millions initialement prévus, mais assez pour éviter une humiliation totale. Cela nécessiterait des décennies et non des années. Le deuxième scénario est celui de la réduction discrète. Sans abandonner officiellement le projet, les autorités pourraient progressivement revoir leurs ambitions à la baisse et réduire les financements, permettant à Xiong'an de se développer à un rythme plus naturel, en tant que modeste satellite de Pékin plutôt qu'en tant que métropole rivale. Le troisième scénario, est le plus probable compte tenu de la personnalité de Xi et de ses besoins politiques, est l'entêtement. Les directives récentes laissent entendre que le gouvernement redouble d'efforts, ordonnant l'accélération du transfert des départements municipaux de Pékin et faisant pression sur les universités pour qu'elles créent des campus à Xiong'an. Les entreprises publiques font état d'une pression croissante pour déplacer une part importante de leurs activités, indépendamment de toute logique économique. Mais forcer la main comporte de nouveaux risques. Précipiter les relocalisations pourrait nuire à l'économie de Pékin sans générer une croissance durable à Xiong'an. Cela pourrait également saper davantage la confiance des entreprises, précisément au moment où la Chine a désespérément besoin du dynamisme du secteur privé pour relancer la croissance économique. Aujourd'hui, Xiong'an représente bien plus qu'une simple expérience ratée d'urbanisme.
C'est une parabole sur les limites du pouvoir autoritaire dans le monde moderne. Ces bâtiments rutilants mais vides représentent des milliards de dollars qui auraient pu être investis dans la santé, l'éducation ou la résolution des véritables défis urbains de la Chine. Ces routes parfaites mais inutilisées symbolisent le coût d'un système politique où la vision du dirigeant prime sur la réalité économique. Mais peut-être plus important encore, Xiong'an fait office d'avertissement. Lorsque les dirigeants ne peuvent pas être remis en question, lorsque d'immenses projets avancent malgré des signaux d'alerte évidents, lorsque le symbolisme politique l'emporte sur la logique économique, les bases de la prospérité à long terme commencent à s'effriter. Alors que la Chine fait face à son environnement économique le plus difficile depuis des décennies, croissance ralentie, dette croissante, déclin démographique et tensions internationales accrues, les rues vides de Xiong'an soulèvent des questions inconfortables sur la capacité du pays à s'adapter et à se réformer. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je serai curieux de le savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et on se retrouve sur la prochaine qui s'affiche à l'écran.